Notre microbiote peut être considéré comme un jardin intérieur et doit être considéré comme un jardin intérieur, c'est-à-dire qu'il ne se désinfecte pas, bien au contraire, il faut le cultiver avec amour et respect. Quand vous avez une dysbiose, petit à petit, vos aliments vont pénétrer dans votre paroi digestive, c'est déjà une complication, ce n'est pas une cause, ce n'est qu'une complication. De la même façon, la candidose est une complication de la dysbiose. Donc pour un thérapeute qui cherche la cause et à traiter, eh bien il ne va pas traiter les conséquences, il va traiter la première cause. La première cause, eh bien, c'est l'atteinte de la flore digestive qui nous protège et c'est l'atteinte de la paroi qui nous protège, c'est-à-dire du mucus et des entérocytes. Donc tout se passe dans le grêle et je vais d'abord essayer d'expliquer ce qui se passe dans le grêle et on verra, si on a le temps, quels sont les biotes qui peuvent protéger ce grêle. Donc première étape, comme dans toute action, il faut déjà faire un diagnostic. Et le diagnostic de dysbiose, eh bien, c'est assez simple. Le patient le pose presque pour vous quand il vient vous dire « Docteur, j'ai mal au ventre et j'ai des ballonnements ». Donc ça, c'est déjà un premier élément de diagnostic. Ensuite, le thérapeute doit mesurer les gaz digestifs, sinon il ne va pas pouvoir confirmer le problème, il ne va pas pouvoir déterminer quel est le gaz en cause, donc quelle est la flore incriminée. Et il ne va pas pouvoir quantifier la problématique. Donc premièrement, tout se passe par la mesure des gaz digestifs, donc une vision assez artistique et moderne de la dysbiose, puisqu'on a un côlon qui est déjà bien découpé sur la photo. Mais en gros, vous avez des nutriments qui sont absorbés par le grêle. Le grêle a une seule fonction, c'est absorber les nutriments et le faire avec une très grande efficacité supérieure aux bactéries, sinon nous ne serions pas là, bien entendu. L'intestin, c'est le seul organe supérieur aux bactéries, il n'y en a pas d'autre. Donc il arrive à absorber les nutriments avant lui, et théoriquement à la fin du grêle, il y a peu de nutriments utiles pour nous ou pour les bactéries, qui subsistent. Donc la petite quantité va fermenter dans le côlon, et si le côlon est lent, les fibres peu fermentables vont également y fermenter. Mais globalement, peu de production d'hydrogène dans un côlon, peu de production de méthylacétate ou de vinaigre ou d'alcool dans un côlon. Donc peu de production de graisse dans un côlon. Nous devons, si le grêle est efficace, ne pas grossir. On va grossir si ça fermente beaucoup dans le grêle ou au-dessus. Comment est-ce que l'on mesure l'hyperfermentation? Eh bien, on va mesurer tout simplement les gaz qui sont diffusibles à travers la paroi, solubles dans le sang et éliminés par le poumon. 300 gaz sur les 3000 répertoriés de notre flore vont passer dans le sang et être éliminés par le poumon. On peut en détecter une bonne dizaine et en pratique, on va en utiliser 2, l'hydrogène et le méthylacétate. Donc cet appareil qui s'appelle le MX6, qui est un petit appareil ambulatoire, facile d'utilisation, permet de mesurer les 2 gaz principaux. On va faire une mesure à jeun, puis on va donner de l'eau sucrée, patienter 2 heures et nous aurons une vision de tout ce qui se passe de la partie haute du tube digestif, c'est-à-dire de l'estomac, du duodénum, du grêle et du début du côlon. C'est un test physiologique mis au point depuis les années 1960-65 et prouvé qu'on va retrouver dans toutes les encyclopédies médicales et dans la plupart des grands hôpitaux. C'est un test qui, grâce à la technique, peut être utilisé désormais dans des cabinets médicaux simples, sous réserve de prendre quelques précautions de mesure. En pratique, on va pouvoir déterminer 2 grands gaz et 2 grands types de fermentation. Une fermentation haute dans un estomac qui ne se vide pas bien et qui va tout transformer en vinaigre ou en dérivé de vinaigre. C'est un dérivé des acétates, c'est du méthylacétate. Donc ici, c'est en violet, ça fermente beaucoup dans l'estomac. Puis toute l'acidité va gagner le grêle, tout va être transformé en vinaigre et va produire énormément de graisse, beaucoup d'acidité, les enzymes ne fonctionnent plus et petit à petit tout l'intestin va être acide. C'est ce que certains appellent le terrain acide ou la candidose. En pratique, vous ne digérez plus rien, tout est passé par le vinaigrier et en fait, vous allez petit à petit développer des infections, des carences et des déficits immunitaires. Deuxième grand type, c'est l'hydrogène.
et normalement on a très peu d'hydrogène, dans l'intestin grêle. Il y a très peu de bactéries dans le grêle, c'est un organe particulièrement propre. L'estomac a désinfecté, le grêle bénéficie de cette désinfection, le pH est passé au niveau alcalin, les bactéries sont inférieures à 1000 par millilitre par opposition au côlon. Donc le grêle ne fermente pas. S'il fermente, c'est qu'il y a trop de sucre ingéré et que la barrière et les entérocytes ne sont plus habités par des lactases ou des fructases, et les sucres rapides vont être transformés en hydrogène par les bactéries, les sucres résiduels. Là, vous avez des ballonnements qui sont très douloureux et vous avez une dysbiose. On n'est toujours pas dans l'intolérance alimentaire, on est simplement dans la fermentation de produits que l'intestin grêle ne peut pas absorber. Donc la dysbiose s'associe le plus souvent à une malabsorption des sucres qui aboutit à une fatigue, mais aussi des vitamines, carence en vitamine A, D, c'est très classique, une peau sèche avec une carence en oméga 3, éventuellement une carence en fer, des cheveux qui tombent. Donc tout ça, c'est associé à la dysbiose, on n'a toujours pas d'intolérance alimentaire. On est dans une malabsorption du grêle, une atteinte du grêle. La fermentation en méthane nous intéresse très peu, c'est la constipation, c'est l'organe lent par excellence, c'est le côlon, c'est du gaz malodorant associé à constipation et très souvent à une dépression, mais ça nous intéresse beaucoup moins dans la dysbiose ou dans l'intolérance. Toute dysbiose est associée à un déficit du transit et une augmentation de production, très souvent de méthylacétate et de graisse. Le syndrome métabolique guette toute dysbiosis, toute dysbiotique, donc la graisse viscérale est très souvent associée à la dysbiose et au syndrome métabolique, et on retrouve presque toujours de la graisse dans le foie, ce qu'on appelle une stéatose. C'est la première étape avant l'hypertension, le cholestérol et le diabète. Il y a un lien établi, scientifique, entre cette dysbiose, donc cette fermentation abdominale, surtout le méthylacétate, et le syndrome métabolique. Plusieurs grandes publications, j'en ai cité que quelques-unes. Et c'est associé également à une inflammation chronique, et il y a un facteur qui s'appelle l'interleukine 17 qui est constamment retrouvé lorsqu'il y a une stéatose hépatique et un syndrome métabolique. Ça se mesure très facilement, une petite sonde que l'on pose entre les côtes sur le foie, une petite secousse, et on va avoir un fibroscan qui vous mesure l'élasticité du foie en quelques secondes et qui vous dit en effet il y a une graisse hépatique. Donc cet examen très simple est devenu routinier pour vous indiquer si cette dysbiose mesurée par le gaz est susceptible de retentir sur l'immunité ou sur le métabolisme en général. Donc la dysbiose, c'est un lien avec l'immunité. On a vu que le marqueur TH17 était présent. Ce marqueur, eh bien, c'est celui qui va authentifier l'ensemble des maladies auto-immunes, pas seulement le syndrome métabolique, mais aussi les thyroïdites, les polyarthrites, le lupus érythémateux, aussi la sclérose en plaques, voire la maladie de Crohn, qui n'est pas tout à fait une maladie auto-immune, mais que l'on classe comme telle. Il n'y a que 3 types de réactions immunitaires. Le type TH1 antiviral antitumoral, le type TH2 allergique et le type TH17 auto-immun. Dès que vous avez une dysbiose, vous allez inéluctablement vers le TH17, l'auto-immun et le déficit protumoral. Il y a une corrélation étroite entre le TH17 et la fermentation. Là, ici, tout a été coupé. C'est une petite publication que j'ai faite il y a maintenant 4 ou 5 ans où il a été montré qu'il y avait une corrélation entre le taux d'hydrogène mesuré et le nombre de cellules TH17 circulantes. Donc c'était en 2012 et l'objectif était de comparer le nombre de cellules inflammatoires circulantes chez les patients qui fermentaient versus ceux qui ne fermentaient pas, et la différence était très significative.
Donc l'épithélium intestinal va, lorsqu'il est inflammé, laisser passer des fragments d'aliments et c'est là que l'intolérance survient. Lorsque vous avez une dysbiose, puis un syndrome métabolique, puis que vous êtes TH17, l'intestin devient poreux. La fameuse porosité digestive qui va aboutir aux intolérances alimentaires. C'est très tardif et ce n'est qu'une conséquence. D'accord ? Donc, le germe qui pullule en grande quantité va passer à travers des cellules particulières qui sont des cellules M, être analysé et s'il est un peu agressif, générer une inflammation chronique de l'intestin. L'intestin va créer une tolérance par des suppresseurs et ces suppresseurs vont amoindrir votre immunité et les virus vont en profiter. Donc c'est un cercle vicieux où on va pouvoir finalement avoir une très grosse inflammation en permanence, une baisse de l'immunité très profonde, sur du très long terme et ce qui va aboutir à un patient immunosupprimé chronique avec beaucoup de virus, beaucoup de bactéries. Donc cette perméabilité se mesure, elle se mesure par la prise de sucre, de mannitol qui passe dans les urines, mais elle est directement corrélée avec le taux d'hydrogène, encore une fois. Donc ce n'est pas la peine d'aller faire un test de perméabilité, il suffit de mesurer la dysbiose à l'hydrogène. Deuxième possibilité pour voir s'il y a une dysbiose, simplement ouvrir la bouche, ce que ne font pratiquement plus les médecins. Il faut ouvrir la bouche, faire tirer la langue et regarder ce qui s'y passe et quelles sont les bactéries qui s'y trouvent, sont-elles fluorescentes ou pas, parce qu'en effet, il y a une corrélation étroite entre la muqueuse digestive, la muqueuse pulmonaire, ORL, et la muqueuse buccale. Si vous avez une inflammation du digestif, vous aurez une inflammation générale, y compris buccale. Donc cette fermentation buccale va aboutir à une faiblesse de la muqueuse, des aftes, des poussées d'herpès éventuelles et ce que l'on appelle une maladie parodontale, c'est-à-dire des gencives qui saignent, des dents qui se déchaussent et même une atteinte osseuse. Donc on regarde la langue, si elle est fissurée, épaisse et comment se portent les gencives. Il y a une corrélation étroite entre cette maladie parodontale, la graisse dans le foie, l'immunité altérée, le syndrome métabolique, de nombreuses publications l'attestent. La dysbiose, c'est avant tout un problème eau. Le côlon n'est pas intéressant. Le côlon, c'est une fosse septique. Et comme je le dis parfois, vous n'analysez pas la propreté d'une maison en vous précipitant vers la fosse septique. Vous regardez si c'est propre dans la cuisine, si la ventilation est bonne, vous respirez l'air, vous n'allez pas tout de suite aux toilettes, ou pire à la fosse septique. Donc le côlon n'est pas intéressant. La propreté doit être ailleurs. La bouche doit être propre. Le poumon doit être propre. L'estomac doit se vider. Si l'estomac ne se vide pas, vous ferez du méthylacétate. Vous ballonnerez en haut, tout de suite après avoir mangé. Vous suffoquerez, vous serez anxieux. Et en pratique, on peut utiliser l'échographie très simplement pour voir si l'estomac se vide. Un estomac sain a une surface de 10 cm², c'est très facile à faire. Donc les anesthésistes en une trentaine d'échographies peuvent mesurer avec précision la vidange de l'estomac. Ils le font parce qu'on ne peut pas anesthésier les gens sans être sûr qu'ils ont l'estomac vide. Donc ça se fait, c'est très simple. On mesure aussi la graisse viscérale et on mesure si l'estomac se vide bien en passant à travers une pince artérielle. La pince artérielle est ici. Donc vous avez ici l'aorte, l'artère digestive et le duodénum se vide, l'estomac se vide en devant passer par cette pince qui est extrêmement étroite, qui fait de 3 à 5 mm et qui va s'ouvrir dès qu'on augmente un peu la pression duodénale, sauf s'il y a une inflammation dans cette anse. Et cette inflammation, elle vient des bactéries intragastriques et intrabuccales. Si vous avez une bouche sale, un estomac sale, vous ne viderez pas votre estomac et ce sera un cercle vicieux. On peut même voir un ganglion derrière. Donc ici, vous avez une échographie en pointillé la surface qui est énorme, 4 fois la normale. C'est sûr que cette femme était à jeun, mais pouvait tenir quelques heures.
Donc là, vous avez l'aorte, l'artère digestive, un énorme duodénum avec un passage tout petit, fermé. C'est sûr que vous mettez une bouchée de croissant et c'est bouché complètement puisque le gluten, c'est de la colle. Dès que vous avez plus de 3 mm, c'est bouché. Donc là, elle bouchait régulièrement son duodénum, ici, avec une pince artérielle. Ce qui marche assez bien pour vider, c'est le sulfate de magnésium qui va ouvrir, peut-être en irritant un peu, mais qui ouvre ici de 15 à 20 mm l'espace. Et on a une vidange en quelques minutes de plus de la moitié de son estomac. Ici, vous avez une autre personne avec un petit ganglion derrière le duodénum. Donc vous avez ici la preuve qu'il s'agit d'une maladie infectieuse rattachée à l'infection du duodénum. Ce ganglion est le plus souvent induit par des virus et des bactéries. La dysbiose commence essentiellement dans l'estomac. C'est une bactérie, souvent ORL ou pulmonaire, qui est déglutie depuis des années et qui va s'installer en descendant, vous donner des ganglions, une inflammation, vous n'arrivez plus à vider l'estomac, vous faites énormément de vinaigre et vous allez avoir une dysbiose chronique. Plus cette dysbiose sera d'origine gastrique, plus vous prendrez du poids. C'est l'origine du syndrome métabolique. Les vrais coupables, ce sont des virus herpétiques chroniques, soit l'herpès lui-même, soit pire, le virus d'Epstein-Barr, qui est un virus neurotrope et paralysant, ou le virus CMV, qui est un virus qui donne des aftes. Les deux donnent d'énormes pathologies buccales et sont responsables de la maladie parodontale. Voilà les mêmes coupables, à l'origine des deux maux, de la paralysie digestive et de l'inflammation buccale. Ils sont souvent associés à des bactéries qui donnent des granulomes et des ganglions qui sont antibiorésistants. Deux grands types de bactéries, la bactérie de l'acné, qui essaie d'être massacrée au Roaccutane, mais le Roaccutane est pire que la bactérie, ou alors les antibiotiques, mais ils sont absolument résistants aux antibiotiques. Donc le deuxième, c'est Mycobacterium. C'est la bactérie de la famille de la tuberculose, très résistante. Donc tous donnent des pathologies buccales chroniques. Ils peuvent être associés à Porphyromonas, qui peut favoriser des granulomes dentaires. Une équipe de Nice a publié récemment une excellente étude qui montre que le virus d'Epstein-Barr, le virus de la mononucléose, est associé à la maladie parodontale. Donc, on a ce même virus qui amplifie l'inflammation induite par une petite bactérie de la bouche ou de l'estomac, qui est l'hélicobactère, et qui est connu pour donner des cancers d'estomac. Il amplifie également l'inflammation, donc le lien Porphyromonas maladie parodontale est très clairement établi, et il y a même un lien avec la graisse dans le foie et le syndrome métabolique. Il y a un lien avec l'Epstein-Barr. Il y a un lien entre la bactérie de l'acné, qui est Propionibacterium acnes, et le virus d'Epstein-Barr, qui donne également de la graisse dans le foie et qui baisse l'immunité. Donc en fait, vous avez deux virus, deux bactéries, dégâts énormes de toute la partie haute. Ça se voit très bien avec une lampe de Wood. Malheureusement, là, on a trop de lampes. La lampe de Wood, c'est d'habitude dans le noir. Si vous voyez un petit peu, peut-être, ça se voit mieux sur mon écran, vous avez une petite bactérie orange avec une découpe virale sur la langue. Et cette petite bactérie orange, c'est la bactérie de l'acné. Voilà, vous voyez peut-être un petit peu mieux une langue bien rouge. Ça se voit, donc c'est instantané. Vous faites tirer la langue, vous regardez avec une lampe un peu particulière. Il y en a plein la langue. C'est une bactérie granulomateuse. L'estomac ne se vide pas. Il y a une bactérie dedans, il y a un virus dedans. Vous avez du vinaigre. Vous êtes presque sûr qu'il y a un virus d'Epstein-Barr, que le patient va faire de la graisse dans le foie et que vous allez vers le syndrome métabolique, la baisse d'immunité, la perméabilité digestive et qu'il va venir vous consulter pour des troubles digestifs, un problème d'intolérance alimentaire. Il va commencer à réduire tous ces aliments, mais c'est de pire en pire puisqu'il a déjà une malabsorption
il n'arrive pas à tout absorber. En plus, il réduit les aliments. Il va venir complètement épuisé, vous voir. Il ne mange plus rien. Ce n'est pas la solution. Il faut tuer les virus et les bactéries pour rétablir la qualité de sa muqueuse. Il faut qu'il revide son estomac pour que l'intestin grêle soit à nouveau abreuvé d'aliments digestibles et non pas de vinaigre. L'intolérance alimentaire, c'est un diagnostic tardif. La candidose, c'est un diagnostic trop tardif. Et il faut diagnostiquer très tôt, dès le début des ballonnements. Et il faut tuer très vite Mycobactéries, Propionibacterium et herpès virus. Donc le principe, c'est taper sur les fautifs du départ et non pas supprimer des aliments. Il faut que les aliments soient digestes, il faut que les patients absorbent pour qu'ils puissent se réparer. Il faut stimuler l'immunité et tuer les coupables. Donc, lutter contre la pullulation, c'est adapter un régime qui est un régime absorbable. Donc le classique, c'est le FODMAP. Et vous verrez pourquoi le paléo est intéressant, parce qu'il faut des bactéries vivantes. Il faut utiliser quelques huiles essentielles pour diminuer les flores trop abondantes. Il faut lutter contre un estomac bouché. Si vous laissez les herpès, c'est même pas la peine qu'ils fassent du sport, du saut à la corde ou qu'ils deviennent un grand marathonien. Hein. Ça ne se débouchera pas. Il faut commencer par tuer les herpès virus. Sinon, effet zéro. Une bouche sale, ça ne fera jamais un sportif ni un estomac vide. La bouche doit être propre, sans virus. Et il faut une activité, bien sûr, pour vider. Quelles huiles essentielles? Vous avez des grosses flores, comme les Firmicutes, qui sont extrêmement résistantes, plutôt anaérobies, un peu dans le côlon, mais qui vont remonter dans le grêle. Ça, c'est très résistant. Il va falloir utiliser de la cannelle, de l'eugénol, c'est de clou de girofle. Et les bactéries plus sensibles, c'est Bacteroidetes, donc le thym et l'amande poivrée. Alors, je travaille sur les tests respiratoires depuis à peu près 5 ans ou 6 ans, et je dois avoir à peu près 4000 tests étudiés. 84% de mes patients ont des troubles de dysbiose. Ils sont intolérants au lactose pour la plupart et améliorés par un mélange thym-menthe. 34% sont intolérants au fructose et vont être améliorés par une association également thym-menthe. 16% vont avoir du méthane, et là il faut avoir un traitement plus dur qui va comprendre de l'origan, de la cannelle et du clou de girofle, et une petite partie va avoir du méthylacétate. C'est un peu difficile d'étudier le méthylacétate seul parce que s'il est très bas, moins de 2,5, ça va être une maladie de Crohn. Et là, il y a un Mycobacterium avium, donc Mycobacterium très résistant, et là c'est origan-cannelle. Si c'est plus de 10, c'est une insuffisance pancréatique ou une maladie cœliaque ou une abrasion du grêle par du roaccutane ou un excès d'huile essentielle. Jamais d'huile essentielle en goutte ou en capsule. Jamais. Vous allez abraser le grêle. Le grêle est un jardin, ça ne se désinfecte pas. L'argent colloïdal est interdit. Interdit. C'est pour nettoyer la peau ou les fissures. On ne désinfecte pas un jardin. C'est utilisé pour nettoyer les petits blocs opératoires. Ça désinfecte tout. Il a été publié que ça donne une atrophie, souvent définitive, de la muqueuse du grêle. Je vois plein de patients qui ont du méthylacétate très augmenté, qui sont faméliques, qui ont brûlé leur grêle avec de l'argent colloïdal. Il finira au pénal, l'argent colloïdal. Ça ne se prend pas par la bouche, on ne désinfecte pas son jardin. Ça vous viendra à l'idée de répandre de l'eau de javel dans votre jardin pour y voir pousser du bio? Un biote, c'est vivant, ça ne se tue pas. Si on fait du paléobiote, ce n'est pas pour aller détruire après ou avant. Hein? On laisse le jardin intérieur. L'exemple typique, c'est le bébé va naître non stérile, son placenta n'est pas stérile, les bactéries du placenta du bébé qui vont permettre sa croissance viennent de la bouche et peut-être en partie de l'estomac de la maman. Vous vous rendez bien compte que si vous désinfectez tout, il n'y aura pas un bon biote dans le ventre de la maman. Il faut un bon biote.
Et ce n'est pas en désinfectant comme des fous que vous aurez un bon biote. Le meilleur des biotes, c'est le biote qui fait pousser le légume. C'est le biote de la terre et c'est le légume bio. C'est celui qui ne va pas détruire votre muqueuse. Celui avec lequel nous sommes amis depuis des milliers d'années. Hein, ce n'est pas l'argent colloïdal, le meilleur ami du biote. Hein? Donc s'il vous plaît, ne désinfectez pas le jardin intérieur. Tuez la mycobactérie quand vous la soupçonnez et tuez le virus à la moindre occasion. Ce sont des herpès-virus, des aftes, des herpès, des langues fissurées, des gingivites. Il faut jouer au massacre et il faut tuer tout ça. Ça se tue par des champignons. Coriolus versicolor, Ganoderme, Shiitake. La première publication 2010, c'est l'herpès. Deuxième 2014, c'est Helicobacter. Et c'est aussi papillomavirus. Et la dernière, c'est le virus d'Epstein-Barr. Le CMV est plus sensible que le BV. Vous le tuerez en même temps. Ça se tue avec des champignons. Les probiotiques, aucun intérêt. Un probiotique, c'est fait pour rééquilibrer une flore de côlon. Le côlon, c'est une fosse septique, on ne s'en occupe pas. Donc, un estomac qui ballonne, c'est 90% des problèmes digestifs. Vous imaginez un estomac qui ne se vide pas, vous mettez de la levure de bière, vous secouez un peu, vous imaginez ce que ça va donner. Il explose ou il peut flotter à la piscine pendant des heures. On ne ballonne pas un estomac déjà ballonné, s'il vous plaît. Hein? C'est du non-sens. Donner un probiotique sans regarder l'estomac, c'est criminel. Il ne se vide pas dans 90% des cas, c'est pour ça qu'il est malade. Il a un syndrome métabolique, des virus plein la bouche, vous lui collez des bactéries dans l'estomac. C'est pas crédible. Donc pas de probiotique, ça fait grossir et ça fait ballonner. Et puis ça ne changera pas votre flore, puisque par définition légale, un probiotique n'a pas le droit de changer la flore. Il doit rester à l'intérieur et doit être éliminé en 5 jours. Sinon, la loi l'interdit. Un probiotique est un ingrédient alimentaire, ce n'est pas un médicament. Donc il sera interdit. La greffe fécale est interdite en France puisque son objectif est de changer la flore. Donc c'est un médicament et elle est interdite. La première banque de crottes, la Cacabank, vient d'être ouverte la semaine dernière en Hollande. C'est classé comme établissement pharmaceutique. Attention, hein, on est des gens sérieux. On ne mélange pas le yaourt, le probiotique, avec une Cacabank. L'ingrédient alimentaire qu'est le probiotique ne change pas la flore. Donc ne rêvez pas, c'est pas en prenant des probiotiques que vous soignerez les gens, c'est interdit dans la loi. Il ne faut pas utiliser de probiotiques, ça coûte cher et ça ne sert à rien. Bon. Il faut utiliser des légumes bio et bien les cuire. C'est ça la meilleure source de probiotiques. Parce que le légume fait le tri. Il choisit la bonne bactérie qui l'aide à pousser, qui l'évite à pourrir. Donc un bon légume qui a bien poussé, c'était une bonne terre et une bonne graine. Donc c'est ça qu'il faut manger. La terre a fait la sélection. Plus on a une terre riche, plus on a de bactéries dans le légume, mieux ça vaut. Il y a un poids de cendre supérieur. Il y a une très grande étude qui a fait la synthèse de 343 études et qui a montré qu'il y avait plus d'antioxydants, moins de cadmium, moins de pesticides et plus de variété à l'intérieur. Sachez que le microbiote rural vous permet d'avoir une meilleure immunité, vous faites moins d'asthme, moins d'eczéma, c'est presque divisé par 2, et que l'allaitement, lui, en revanche, est sans effet. Donc il faut vraiment manger des produits issus de la terre. Si vous lavez la vaisselle à la main, vous protégez plus que si vous la lavez en lave-vaisselle. L'hélicobactère protège énormément, stimule l'immunité, les animaux, surtout le chien, augmente l'immunité. Il ne faut jamais qu'un enfant dorme dans la même chambre que les parents. Il ne faut pas qu'il dorme dans la chambre d'enfants plus âgés. Il ne faut pas qu'il vienne se faire consoler dans le lit parce qu'il va attraper la mycobactérie des parents. C'est très dangereux. Les 2 premières années, l'enfant doit être protégé. Les endobiotes permettent d'intégrer la flore
et de la flore de la terre et du légume dans votre propre jardin intérieur. Donc l'endobiote, ce sont ces bactéries telluriques présentes à l'intérieur des cellules même du légume. Elles sont malheureusement sensibles aux antibiotiques, ce n'est pas des germes d'hôpital, donc elles sont fragiles. La cuisson, eh bien, elles résistent à la cuisson, elles peuvent même résister à 100 degrés. Donc vous pouvez cuire les légumes, les endobiotes vont résister. Pour stériliser des écorces sur lesquelles on va faire pousser des champignons, il faut 121 degrés à 3 bars de pression. C'est très résistant à la chaleur. Donc l'endobiote contient des mycélias qui contiennent eux-mêmes des virus qui sont probablement des phages de virus pathogènes. Donc le mycélium, ça n'a rien à voir avec le champignon fruit, ce n'est pas le carpophore, c'est ce filament qui va habiter le champignon, enfin le légume, pardon. En conclusion, on peut diagnostiquer une dysbiose, c'est facile. On peut diagnostiquer une infection virale par un prélèvement salivaire, c'est facile. On peut diagnostiquer une stéatose par un fibroscan, un estomac qui ne se vide pas. Tout ça, c'est très facile, c'est une consultation de moins d'1 heure. On peut améliorer la dysbiose par un régime adapté, essentiellement bio, plutôt des légumes. Il ne faut pas les cuire trop. Il faut dépasser 60 degrés pour tuer les mauvaises bactéries, dont les mycobactéries, mais il faut rester doux. Sachez que dès qu'on traite les patients comme ça, on va diminuer les bactéries, les virus, et dans une étude prospective, on va améliorer les symptômes dans plus de 80% des cas. Donc c'est là où on passe vraiment à une thérapie alimentaire efficace contre la dysbiose. Merci beaucoup de votre attention.